Dans le monde obscur de l'espionnage, les secrets sont une monnaie d'échange et la tromperie est un art. Alors que la Seconde Guerre mondiale faisait rage, les Alliés prenaient de plus en plus conscience de la véracité de cette affirmation. Après avoir éliminé la menace nazie en Afrique du Nord, les Alliés ont ensuite visé l'invasion de l'Italie pour la libérer du fascisme et de l'influence allemande. Mais pour y parvenir, il était nécessaire d'élaborer un plan. Un plan si rusé, si audacieux que, s'il réussissait, il serait certainement retenu comme l'une des ruses militaires les plus ingénieuses de toute l'histoire. Au moyen d'un cadavre et d'une mallette remplie de faux documents, les services de renseignement britanniques ont réussi à tromper les puissances de l'Axe à un moment crucial de la guerre. Voici l'histoire de l'opération Mincemeat, le coup de maître en matière d'espionnage qui a changé le cours de la Seconde Guerre mondiale. En 1943, le cours de la guerre en Europe commençait à tourner en faveur des Alliés. Les Soviétiques sont sortis, victorieux de la bataille de Stalingrad en février 1943 et les forces de l'Axe se sont rendues en Afrique du Nord, à Tunis, en mai 1943. Cependant, il restait encore beaucoup de travail à accomplir. À la conférence de Casablanca, les Alliés ont décidé d'envahir la Sicile et d'autres îles méditerranéennes tenues par l'Axe. Une attaque contre le ventre mou et blanc du sud de l'Europe était la première étape du chemin vers la libération de la France et, en fin de compte, du reste de l'Europe. C'est ainsi qu'est née l'opération Husky, une invasion à grande échelle de l'île de Sicile, alors sous le contrôle des puissances de l'Axe, l'Italie et l'Allemagne. Les Alliés allaient affronter un ennemi redoutable en Sicile, car les puissances de l'Axe avaient fortement fortifié l'île avec des troupes, de l'artillerie et des avions. Ainsi, les Alliés devaient élaborer un plan pour tromper l'Axe et lui faire croire que l'invasion débuterait par les Balkans, la Grèce ou la Sardaigne. Si Adolf Hitler et Benito Mussolini tombèrent dans le piège, ils détourneraient des ressources militaires de la ligne de front, facilitant l'avancée alliée. Le plan de la Grande Tromperie, nommé Opération Mincemeat, a été conçu principalement par deux officiers du renseignement britannique, Ewan Montagu et Charles Cholmondeley. Et cela resterait dans l'histoire comme un coup de maître du contre-espionnage. Montagu était avocat et a exercé de nombreuses années comme pénaliste. Il a acquis les compétences en stratégie et en psychologie qui faisaient de lui un candidat naturel pour le travail de contre-espionnage. Pendant la guerre, il a travaillé dans le renseignement naval à l'amirauté britannique. Cholmondeley, lieutenant de vol australien dans la Royal Air Force. Il avait été envoyé travailler pour le Military Intelligence, le service de contre-espionnage et de sécurité intérieure britannique, où il était responsable de la gestion des agents doubles. Montagu et Cholmondeley ont été chargés de collaborer pour perfectionner la ruse. L'opération Mincemeat a été initialement inspirée par une note rédigée par le contre-amiral John Godfrey, le directeur de la division du renseignement naval, et son assistant personnel, Ian Fleming, qui deviendra plus tard célèbre en tant que créateur de James Bond. La note, connue sous le nom de Trout Memo, comparait la tromperie des ennemis en temps de guerre à la pêche à la mouche et contenait une liste de 54 façons dont un ennemi pouvait être trompé. L'opération Mincemeat reposait sur un principe simple, mais sa préparation et sa réalisation furent un peu complexes. Faire croire aux Allemands et Italiens que les Alliés visaient la Grèce et la Sardaigne, non la Sicile. Une ruse élaborée a été créée autour d'un cadavre avec de faux papiers. Le cadavre devait être présenté comme celui d'un officier britannique de haut rang qui avait tragiquement péri dans un crash d'avion au-dessus de la mer Méditerranée. L'objectif ultime était que les plans secrets soient ensuite découverts et que les fausses informations qu'ils contenaient tombent entre les mains de l'ennemi. Le premier défi consistait à se procurer un corps approprié, ce qui était plus facile à dire qu'à faire. Même au plus fort d'un conflit mondial, alors que les corps ne manquaient pas. Cependant, après que le coroner du district nord de Londres ait été chargé de trouver un cadavre, le corps d'un sans-abri nommé Glenveagh Michael fut choisi. Le corps de Michael avait été retrouvé affalé dans un entrepôt abandonné près de la gare de King's Cross. Il était mort après avoir mangé du pain empoisonné à la morchora. Mort à 34 ans, le pauvre Michael n'avait ni amis ni famille pour réclamer son corps. Sa fin triste et solitaire en faisait un candidat idéal pour l'opération. Avec l'accord du coroner, le corps de Michael a été gardé sur glace sèche et transporté au quartier général du renseignement naval. La tâche suivante était de créer une identité crédible pour l'officier fictif.
Le cadavre a reçu l'identité du capitaine par intérim William Martin, un Royal Marine affecté au quartier général des opérations combinées. Ce grade était suffisamment élevé pour rendre crédible le fait qu'il aurait pu porter sur lui des documents de renseignement sensibles. Pour authentifier cette nouvelle identité, les officiers du renseignement ont créé une histoire de couverture à travers des objets personnels trouvés dans ses poches. Cela comprenait une photographie d'une fausse fiancée nommée Pam, des lettres personnelles, un reçu pour une bague de fiançailles en diamant, un ticket de bus usagé et une lettre de la Lloyds Bank réclamant le paiement d'un découvert. L'attention aux détails était essentielle au succès de l'opération. La moindre incohérence pouvait éveiller les soupçons et compromettre non seulement l'opération Mincemeat, mais aussi les plans de tromperie plus larges faisant partie de l'opération Husky. L'un des principaux risques pour l'opération était qu'une autopsie soit pratiquée sur le corps et que la véritable cause du décès soit découverte. Bien que les traces de poison pour rats n'aient peut-être plus été détectables, un pathologiste espagnol aurait tout de même pu identifier que la personne n'était pas morte dans un accident d'avion. On pensait cependant que les Espagnols, étant majoritairement catholiques, seraient un peu enclins pour des raisons religieuses à pratiquer une autopsie si la cause du décès semblait manifestement évidente. Même si le récit élaboré par Montagu et Cholmondeley avait été poussé au maximum, le risque qu'un détail oublié éveille des soupçons ne pouvait être totalement exclu. Le point central de la supercherie était un ensemble de documents fabriqués détaillant les plans alliés pour envahir la Grèce et la Sardaigne. Les documents étaient soigneusement rédigés pour mentionner la fausse cible d'invasion de façon claire et décontractée, tandis que la Sicile et un autre lieu servaient de diversion. Le principal faux document était une lettre personnelle du général Sir Archibald Nye à Sir Harold Alexander. Après plusieurs tentatives infructueuses de rédiger la lettre eux-mêmes, Montagu fit écrire la lettre par le lieutenant-général Nye lui-même. La prose était considérée comme un chef-d'œuvre. Elle traitait de sujets sensibles et d'informations secrètes, sans que cela semble un mensonge évident. Un autre faux document clé était une lettre de recommandation du vice-amiral Lord Louis Mountbatten pour le major Martin. La lettre était remplie d'allusions subtiles et d'une blague maladroite sur les sardines, qui devaient être associées à la Sardaigne. Pour déterminer si les Allemands ou les Espagnols avaient ouvert les lettres, un unique cil noir y fut placé comme marqueur secret. Montagu pensait que les documents passeraient inaperçus dans les poches du cadavre, mais ils furent finalement placés dans une mallette officielle. Pour éviter que la mallette ne dérive loin du corps, une chaîne recouverte de cuir, couramment utilisée par les courriers de banque pour empêcher l'arrachage de sacs et de conteneurs de valeur, fut attachée à la ceinture du manteau. La côte espagnole fut choisie comme lieu où le corps serait déposé. Comme toutes les décisions de l'opération, l'Espagne fut choisie pour des raisons stratégiques. Le pays était nominalement neutre pendant la Seconde Guerre mondiale, mais politiquement aligné avec l'Allemagne nazie. Les Britanniques s'en savaient qu'un agent actif de l'Abwehr opérait à Huelva, dans le sud de l'Espagne. Il était pratiquement certain qu'une découverte aussi alléchante que celle du corps d'un officier supérieur de l'armée britannique serait une information dont il serait rapidement informé. Huelva était aussi un bon choix pour déployer le corps comme vice-consul britannique. Francis Hazelden était réputé fiable et serviable auprès des services de renseignement britanniques. Comme il s'est avéré, Hazelden allait jouer un rôle clé dans l'opération. À la morgue, au matin du 17 avril 1943, le corps de Michael fut vêtu d'un uniforme d'officier et la mallette fixée avec la chaîne en cuir. Mais il y eut un défi inattendu. Les pieds d'entour du corps étaient gelés, ce qui rendait impossible d'enfiler les bottes. Sans se laisser décourager, Montagu et Cholmondeley, assistés par le coroner, utilisèrent un radiateur électrique pour décongeler les pieds, juste assez pour enfiler les bottes. Le corps a été placé dans un conteneur avec 21 livres de glace carbonique, créant un environnement sans oxygène. Le conteneur a été chargé dans une camionnette, puis transporté de nuit à Greenock, dans l'ouest de l'Écosse, par un agent du Military Intelligence 5. Le conteneur fut discrètement chargé sur le sous-marin His Majesty's Ship Seraph, sous les ordres du lieutenant Bill Jewell. Le 19 avril, le sous-marin mit le cap vers la côte de Huelva, une ville portuaire située sur la côte sud-ouest de l'Espagne. Bien qu'il ait été bombardé à 2 reprises en chemin, le sous-marin arriva le 29 avril. Après avoir inspecté la côte, le moment décisif arriva le 30 avril à 4h15 du matin. Avec le conteneur sur le pont,
Jewel fit descendre tout l'équipage, sauf les officiers. Ensemble, ils ouvrirent le conteneur et relâchèrent doucement le corps dans l'eau. Alors que Jewel lisait solennellement le psaume 39, leur mission accomplie, Jewel envoya un message à l'amirauté. Mincemeat accompli. Par la suite, l'équipage poursuivit sa route vers Gibraltar, sans se douter de l'impact profond que leurs actions auraient sur le cours de la guerre. Après avoir été laissé à la dérive à un peu plus d'1 mile au large de la côte sud de l'Espagne, le corps fut récupéré par un pêcheur local vers 9h30 du matin, le 30 avril. Il a vite été remis aux autorités espagnoles, qui ont transporté le corps à Huelva pour qu'un juge naval décide de son sort. Des télégrammes diplomatiques entre Britanniques et Espagnols ont vite suivi sur la découverte du corps. C'était le plan des Britanniques. Ils savaient parfaitement que les Allemands avaient déjà déchiffré les codes utilisés pour envoyer les messages et qu'ils écoutaient en chaque mot transmis. Contrairement aux espoirs des services de renseignement britanniques, les autorités espagnoles décidèrent de pratiquer une autopsie sur le corps du major Martin. Celle-ci commença le 1er mai. Heureusement, le vice-consul britannique Francis Aslodon était présent lors de l'événement et réussit à convaincre les médecins espagnols d'écourter l'examen. La cause du décès ayant été certifiée comme une asphyxie par immersion en mer, l'âge réel du cadavre et la véritable cause du décès restèrent donc dissimulés. Le major Martin fut ensuite enterré avec tous les honneurs militaires le 2 mai au cimetière Nuestra Señora de Huelva. Bien que les documents contenus dans la mallette n'aient jamais été remis aux Allemands par les autorités espagnoles, ils furent secrètement photographiés par des sympathisants allemands au quartier général naval de San Fernando. Après la découverte du corps de Martin, la mallette attachée à lui attira aussitôt l'attention de l'agent supérieur de l'Abwehr Karl Erich Kuhlenthal. Les lettres ont été extraites des enveloppes sans briser les sceaux, séchées, photographiées, trempées dans l'eau salée puis remises en place. Après leur retour par les Espagnols, le cil placé intentionnellement avait disparu lors de l'examen des documents. La seule question était de savoir si les Allemands allaient mordre à l'hameçon. Pour dissiper les soupçons allemands, les Britanniques envoyèrent un message chiffré à Asildén, affirmant que les enveloppes étaient intactes. Asildén a ensuite transmis cette information à des Espagnols sympathisants des Allemands. Imaginez la tension lorsque le grand amiral Karl Dönitz rencontra Hitler le 14 mai 1943 pour discuter de l'avancement de la guerre et de sa récente rencontre avec Mussolini. Une information cruciale reposait entre leurs mains, les documents Mincemeat, appelés l'ordre anglo-saxon. Ils ignoraient même que l'issue de la guerre dépendait de leur interprétation de ces documents. Bien que Mussolini reste persuadé que la Sicile était la cible principale, Hitler affirmait, document à l'appui, que l'offensive viserait surtout la Sardaigne et le Péloponnèse. Et s'ils avaient soupçonné la vérité, à savoir que ces documents étaient une ruse soigneusement élaborée pour les tromper. Finalement, Hitler a eu gain de cause et a ordonné la défense de la Grèce, de la Sardaigne et de la Corse à tout prix. La première division Panzer a été transférée de France à Salonique, en Grèce. Les forces allemandes ont doublé en Sardaigne et des troupes ont été transférées de Sicile vers les îles grecques pour leur défense. Preuve supplémentaire que les Allemands avaient mordu à l'hameçon. Une communication allemande décryptée, envoyée le 12 mai, a averti de l'invasion imminente des Balkans. Les Alliés savaient désormais que leur opération de tromperie avait réussi. Le brigadier Leslie Hollis a informé Churchill, alors aux États-Unis, Mincemeat a été entièrement avalé par les bonnes personnes. Et d'après les meilleures informations, il semble qu'ils agissent en conséquence, ne laissant échapper aucun détail, même mineur. Le major Martin a été inscrit parmi les victimes britanniques de la guerre dans le Times le 4 juin. Avec les Alliés fermement en position de force, le moment était venu de frapper le ventre mou de l'Europe. L'invasion a commencé dans la nuit du 9 juillet 1943 par une audacieuse attaque aéroportée des parachutistes britanniques et américains, suivie d'un débarquement amphibie massif le long de la côte sud-est de la Sicile. Les débarquements initiaux ont rencontré une résistance relativement faible car les forces de l'Axe avaient été prises au dépourvu par l'arrivée soudaine des troupes alliées. Quand le haut commandement allemand a compris son erreur, il était déjà trop tard pour changer la guerre.
Au cours des semaines suivantes, les Alliés ont progressé à travers le terrain accidenté de la Sicile, affrontant une résistance farouche des forces de l'Axe. La campagne a été marquée par des combats intenses, ainsi que par des cas de tirs amis et de mauvaise communication entre les Alliés. Malgré ces difficultés, l'épuisement des défenses de l'Axe a permis une progression régulière sur l'île. Avec l'effondrement final de la direction fasciste italienne, Benito Mussolini a été évincé de son poste de Premier ministre italien le 25 juillet 1943. Le 17 août 1943, les Alliés avaient réussi à capturer l'île de Sicile, forçant les puissances de l'Axe à se replier sur le continent italien. L'invasion avait eu un coût élevé, avec des milliers de victimes des deux côtés. Néanmoins, la prise de la Sicile s'est avérée être une victoire significative pour les Alliés, car cela a affaibli la mainmise de l'Axe sur la Méditerranée et a préparé le terrain pour l'invasion de l'Italie. Bien que l'opération Mincemeat ait sans aucun doute été un succès, il y a eu un débat parmi les historiens quant à son véritable impact sur la suite de la guerre. Un conflit mondial d'une ampleur aussi grande que la Seconde Guerre mondiale implique peut-être qu'aucun événement isolé n'aurait pu être décisif pour en déterminer l'issue. Certains soutiennent que la méfiance d'Hitler envers les Italiens et son obsession pour les Balkans ont joué un rôle tout aussi important. Un rôle dans la réussite de la campagne alliée en Europe. L'opération Achis était également seulement une partie d'une stratégie de tromperie plus large. L'opération Barclay comprenait une myriade de tactiques pour tromper les Allemands et leur faire croire que l'attaque alliée commencerait dans les Balkans. Cela comprenait de faux mouvements de troupes et du trafic radio factice. Le recrutement d'interprètes grecs, l'achat massif de cartes grecques et la création d'une armée entièrement fictive composée de 12 divisions inexistantes. Le consensus général, cependant, est que la désinformation stratégique combinée de toutes ces opérations a permis aux Alliés de bénéficier de l'effet de surprise. Les Alliés subirent finalement moins de pertes humaines et matérielles que prévu. Et l'invasion, qui devait initialement durer 90 jours, n'en prit que 38. Depuis la Seconde Guerre mondiale, l'opération Mincemeat a fait l'objet de nombreux livres, documentaires et films. Son attrait durable réside dans son audace et dans l'ingéniosité pure des hommes qui ont conçu et exécuté le plan, à une époque où l'issue de la guerre était incertaine. Leur capacité à penser différemment et à prendre des risques calculés a été déterminante pour inverser la tendance en faveur des Alliés. Ewan Montagu et Charles Cholmondeley ont ensuite été reconnus pour leurs réalisations remarquables. Montagu a été décoré membre militaire de l'Ordre de l'Empire britannique, puis est devenu juge de la marine, avocat et juge civil. Montagu a publié en 1953 L'homme qui n'a jamais existé, récit de sa participation à l'opération Mincemeat. Cholmondeley a reçu la Croix militaire et le Member of the Order of the British Empire pour sa participation à l'opération de désinformation. Ewan Montagu et Charles Cholmondeley resteront dans les mémoires comme les architectes d'une des tromperies militaires les plus audacieuses et réussies de l'histoire. Un aspect de l'opération qui continue de fasciner est le rôle de l'homme mort au centre de celle-ci. Glyndwr Michael, un sans-abri ayant connu de nombreuses difficultés, a involontairement joué un rôle clé dans l'issue de la Seconde Guerre mondiale après sa mort. L'identité de Glyndwr Michael n'a été révélée qu'en 1996 grâce aux recherches d'un historien amateur. En 1997, une note ajoutant « Glyndwr Michael a servi en tant que Major William Martin, Royal Marines » a été inscrite sur la pierre tombale qui jusque-là ne mentionnait que son identité fictive.